Bon. Donc voilà, je vais vous présenter le hub de bioinformatique et biostatistique. Hop, je vais revenir là, qui est donc une équipe de support à la recherche de l'Institut Pasteur. Donc je vais commencer par vous présenter une partie de l'équipe en fait. Donc voilà une photo. C'est une assez grande équipe. Il n'y a pas tout le monde sur cette photo. Pour plusieurs raisons. D'une part, la photo doit avoir 2 ans et donc on a recruté quelques personnes depuis. Et d'autre part, c'est très compliqué d'avoir tout le monde présent sur le site en même temps. Donc on a du mal à avoir une photo complète de l'équipe, mais ça vous donne quand même une idée de l'équipe. Du coup, le hub de bioinformatique, alors, faut que ça passe, voilà. Donc c'est une équipe qui a été créée au printemps 2015 officiellement. Elle faisait partie, c'est une plateforme qui faisait partie du Centre de bioinformatique, biostatistique et biologie intégrative, donc aussi appelé le C3BI, qui a été créé pareil en 2015. Le C3BI n'existe plus maintenant, c'est devenu un département, le département de biologie computationnelle depuis mai 2019. C'est pour montrer toute l'importance qu'il y a dans la biologie computationnelle à l'Institut Pasteur. C'est devenu un département à part entière, au même titre que les autres activités scientifiques de l'Institut. L'idée derrière le hub, c'était de créer, de rassembler tous les bioinformaticiens et statisticiens qui travaillaient un peu partout dans les unités de recherche expérimentales du campus. Le but était de promouvoir des synergies entre les ingénieurs de recherche, de stimuler leur créativité et le développement d'idées nouvelles. Pour cela, donc, c'était pas uniquement rassembler des bioinformaticiens et biostatisticiens épars sur le campus, mais de créer aussi beaucoup de nouveaux postes, de recruter beaucoup d'ingénieurs. Et pour ça, on a eu un très très gros soutien de la direction de l'Institut Pasteur, car depuis 6 ans maintenant, on a créé près de 50 nouveaux postes d'ingénieurs permanents au hub. Ça nous a permis de recruter beaucoup de personnes très très qualifiées, très expérimentées, et de devenir ainsi quasiment, je pense, une des plus grosses entités de bioinformatique et biostatistique en France. Le hub est dirigé par Marie-Agnès Dilly actuellement, donc elle est directrice, et moi je suis directeur adjoint du hub. Il y a donc 58 ingénieurs de recherche actuellement dans le hub, donc 58 en poste permanent. On a aussi quelques CDD qui sont donc là on a actuellement une seule personne en CDD, mais on a quelques perspectives de recrutement dans les mois à venir, et on accueille également des stagiaires. Alors c'est un peu plus compliqué actuellement, mais en général on accueille entre 6-7 stagiaires chaque année. Parmi nos ingénieurs, donc on en a 35 qu'on appelle Core Hub. Donc c'est des ingénieurs qui sont dédiés 100% aux projets qui sont soumis au Hub. Et on en a 23 qui sont des ingénieurs détachés, c'est-à-dire qu'ils consacrent une partie de leur temps, donc 20%, à des projets ou des activités du Hub, et les 80% sur des projets et activités d'autres entités de recherche. Alors, notre mission principale, c'est de contribuer à l'effort de recherche en biologie computationnelle et de fournir un soutien solide au campus en bioinformatique et biostatistique. Alors, dans la pratique, ça peut prendre différentes formes selon les besoins des chercheurs. Ça peut être un simple conseil sur de l'analyse de données, de la planification expérimentale de projets, ou carrément des projets collaboratifs à long terme, voire très long terme. On a certains projets qui durent depuis 5 ans. On réalise également beaucoup de sessions de formation, beaucoup de cours. Donc, on partage beaucoup notre connaissance, notre expertise, que ce soit sur le campus, principalement aussi en région parisienne, mais également, on fait beaucoup de cours dans le réseau des Instituts Pasteur à l'étranger. On travaille également au développement, adaptation, amélioration, benchmarking de méthodes, développement d'outils, de bases de données et de quelques logiciels. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Je voulais vous montrer également on a une équipe qui a grandi vite, puisqu'on est passé de 9 ingénieurs au tout début du hub à 58 maintenant, donc en 6 ans. Alors l'évolution, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais ce qui est
c'est pour vous montrer surtout l'évolution en termes d'expertise. En réalité, donc, nos premiers ingénieurs, on les a recrutés en 2014. On a commencé les recrutements en été 2014. On était beaucoup orienté vers, à l'époque, transcriptomique et statistique, avec quelques expertises dans d'autres domaines, un peu en R, base de données, phylogénétique, développement web. En 2015, donc là, c'est là où on a eu un très très gros effort de recrutement. On s'est orienté vers la transcriptomique, enfin, on a toujours continué nos efforts de recrutement transcriptomique, phylogénétique, génomique, statistique, c'est toujours nos cœurs de métier, développement de bases de données, métagénomique, intégration de données, analyse de réseau. On s'est beaucoup ouvert vers d'autres types d'expertise, bioinformatique structurale, bioinformatique des systèmes, single cell un petit peu, développement d'algorithmes, développement web, annotation, beaucoup de choses. 2016, on a continué notre expansion et toujours en allant chercher des nouvelles compétences qu'on n'avait pas, comme épidémiologie, développement de workflow Galaxy, cytométrie, design d'interface, modélisation. Ensuite, on a un petit peu ralenti notre expansion. On a juste complété les expertises qu'on n'avait pas encore tout à fait. On s'est orienté en DevOps. Qu'est-ce qu'on a recruté d'autre? Toujours de très forts recrutements en génomique, statistique et transcriptomique. Ça reste toujours notre cœur de métier. En 2018, on a commencé à s'orienter aussi vers l'analyse d'images. Mais tout en gardant toujours notre cœur de métier, jusqu'à cette année, donc, où on a toujours nos pôles principaux qui sont transcriptomique, génomique, statistique, épigénomique, développement web, développement de bases de données, la phylogénétique et le single cell, qui est quelque chose qui est en train de prendre une part très importante dans nos activités et sur lesquelles on s'oriente beaucoup. Comment est-ce qu'on est organisé du coup? Donc je vous l'ai dit, Marie-Agnès Dillier est actuellement directrice du hub, donc je la seconde. On est ensuite organisé sous la forme de 7 groupes experts. Donc on a un groupe de génomique, un groupe algorithmique et programmation en sciences, un groupe en bioinformatique des systèmes, un groupe en statistique, intégration web, un groupe de phylogénomique, un groupe qui s'appelle génome organisation, régulation et expression, qui est un groupe en gros orienté sur l'épigénomique, transcriptomique et le single cell. Chacun de ces groupes, en fait, n'est pas complètement séparé, puisque ce qui compte pour nous, c'est la synergie dans le hub. Et donc, ces groupes sont poreux. En gros, une personne qui travaille, qui est assignée au groupe génomique, par exemple, peut tout à fait travailler sur des projets de transcriptomique, ou pareil, une personne qui est dans le groupe de stat peut travailler sur des projets de single cell. Une personne, même en intégration web, si elle a envie de travailler sur des projets plutôt d'analyse de données, peut tout à fait le faire. Ce qui compte pour nous, c'est de créer vraiment ces échanges entre les personnes. Donc, ce petit graphique, pas forcément extrêmement clair, est là pour vous montrer, c'est les différents projets partagés entre les groupes, avec quelques nœuds supplémentaires qui sont les ingénieurs détachés dans les autres unités. Et vous voyez qu'on a beaucoup d'échanges, en fait, entre tous les groupes et entre tous les ingénieurs du hub. Le but l'idée qui reste derrière le hub, c'est vraiment de faire des échanges. Donc, on a aussi donc, de nombreux ingénieurs détachés dans les unités. Donc, on a des ingénieurs dans l'ensemble des départements de l'Institut Pasteur et beaucoup d'ingénieurs dans les plateformes technologiques de l'Institut, dans la plateforme Biomix qui fait tous les séquençages NGS, la nouvelle plateforme de métabolomique, en cytométrie, analyse d'images ou en protéomique. Comment est-ce qu'on travaille finalement? Donc on travaille sous la forme de projets qui sont soumis au hub via une interface qu'on a développée. On a reçu 453 projets actuellement, 454, on a reçu un hier. Environ, on a travaillé avec 140 unités de recherche, donc c'est l'intégralité des unités de recherche de l'Institut. On a 223 projets qui sont en cours. Donc c'est beaucoup, hein, ça fait plus de la moitié des projets qui sont encore en cours parce que certains projets sont très longs et surtout en clôture des projets que lorsqu'ils ont été valorisés, donc ça peut mettre beaucoup de temps. Valoriser, ça veut dire souvent par le biais d'une publication. On reçoit environ 6 projets par mois, ce qui est assez conséquent. Finalement, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est vu le temps
prennent les projets en général, c'est quand même pas mal. Et chaque ingénieur du hub a environ 4 à 5 projets en parallèle. Ces projets ont mené à 330 publications, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Une autre façon qu'on a d'interagir avec le campus, c'est les open desks et les short questions. Donc en fait, les short questions, c'est simplement n'importe quelle personne de l'institut peut nous envoyer un mail ou remplir un formulaire et nous poser une question assez simple. Donc, on ne reçoit pas énormément de questions, mais environ 2 par semaine. On essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Ces questions sont stockées dans une base de données et les réponses sont accessibles à l'ensemble du campus. Les open desks, ça c'est quelque chose dont on est assez fier, qu'on a organisé depuis 6 ans et on s'y tient. On a fait une petite pause pendant le premier confinement, mais on a repris maintenant via Teams, donc des sessions en ligne. Donc c'est des sessions où en fait n'importe quelle personne du campus peut venir nous poser des questions et discuter avec des ingénieurs du hub. On reçoit environ 2 visiteurs par semaine, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant et c'est toujours régulier en fait. On s'est organisé de façon à avoir 12 groupes de 4 ingénieurs et chaque groupe contient un statisticien, un développeur et 2 personnes en analyse de mix. De cette manière, on peut répondre à l'intégralité des questions qui peuvent se poser, à peu près l'intégralité. Et si jamais les personnes présentes ne peuvent pas répondre, on peut mobiliser une autre personne du hub, on peut appeler très facilement quelqu'un. Tous les gens du hub sont censés être disponibles entre 10h et midi chaque mardi matin. Pas toujours vrai, mais c'est l'idée. On fait beaucoup d'enseignements. On organise environ 300 heures de cours par an, 300 heures de cours en présence devant des étudiants. C'est-à-dire que comme on a souvent plusieurs profs par cours, ça fait beaucoup plus d'heures de cours pour nous. On a entre autres un grand cours qui est un cours obligatoire pour les PhD en première année, un cours de statistique bioinformatique et analyse d'images. Alors, seule la partie vraiment statistique est obligatoire. L'idée est de donner à tous les premières années tous les doctorants en première année qui arrivent à l'Institut Pasteur une formation de base en analyse de données, de façon à ce qu'ils puissent par la suite traiter eux-mêmes toutes leurs données et surtout interagir avec nous très facilement. Comme ça, on part sur une base commune et ils ont toutes les informations nécessaires déjà pour bien démarrer leur thèse. Par exemple, sur de l'expérimental design, c'est assez important qu'ils aient des bonnes notions. Les cours de bioinformatique et analyse d'images ne sont pas obligatoires. En revanche, ils sont très suivis également et la plupart des étudiants souhaitent les suivre. Alors, on est parfois un peu limité en termes de place. Cette année, un petit peu moins puisque on fait les cours à distance. Donc, c'est donc très suivi et les gens sont plutôt très intéressés pour pouvoir traiter eux-mêmes leurs données. On a organisé également quelques workshops nationaux et internationaux, environ 1 à 2 par an, et on participe à pas mal de cours dans les réseaux des instituts Pasteur. Donc, il y a 35 instituts Pasteur dans le monde, et donc on participe avec ces différents instituts Pasteur à des sessions de formation qui sont organisées localement. Donc, on essaye de travailler avec les équipes locales, en fait, et de travailler avec les personnes en charge de la bioinformatique ou des biostats localement. On a fait des cours à Hong Kong, on a fait des cours à Hanoï, des cours à Dakar, des cours à Montevideo, et on aimerait bien reprendre ces cours assez rapidement dès qu'on pourra revoyager facilement. Donc, parmi nos autres activités, c'est le développement d'outils, bien sûr. On en a une cinquantaine qui sont disponibles sur notre page web. Je vais vous en parler de quelques-uns par la suite. On a organisé des séminaires en biologie computationnelle qui étaient ouverts à tous. Donc, on en fait un petit peu moins en ce moment, bien sûr, mais ça reste ouvert. Alors, normalement, on diffuse ça sur la liste bioinfo de la SFBI. On est membre actif de l'IFB ou d'Elixir, qui sont des réseaux de bioinformatique français et européens. Et on participe à beaucoup de conférences nationales et internationales et on a fait une centaine de posters et de talks au cours des 6 dernières années. Je vous fais un petit focus sur les publications, alors pas pour trop montrer ce qu'on a publié, c'est pas l'intérêt, pour montrer 2 choses. D'une part, sur les 330 publications qu'on a faites, il y en a 42 où on est premier auteur et 16 où on est dernier auteur et 4 où on est juste des membres du hub. Ça, c'est pour vous montrer que malgré le fait qu'on soit une plateforme et que souvent les personnels des plateformes peuvent être co-auteurs, mais déjà, ce n'est pas toujours le cas. Et quand ils sont co-auteurs, ils sont souvent au milieu. Nous, on est souvent premiers, enfin souvent,
assez régulièrement premier ou dernier auteur, ce qui montre qu'on apporte quelque chose de significatif dans les projets, suffisamment pour qu'on soit premier auteur ou dernier auteur. C'est pour vous montrer que notre implication dans les projets, elle est vraiment importante. En fait, c'est pas juste du presse-bouton, ça nous prend des fois plusieurs mois, plusieurs années de travail. Donc voilà, on fait un vrai travail de recherche, on ne se contente pas d'appliquer des pipelines ou des outils préconçus. L'autre chose que je voulais montrer par le biais des publications, c'est toutes les synergies qu'il y a entre les membres du hub. Sur ce graphique ici, j'ai repris tous les listes d'auteurs des différentes publications. Chaque nœud représente un des membres du hub. Les liens, bien sûr, sont des liens de co-autorat dans des mêmes publications. Donc, vous pouvez voir qu'il y a certains auteurs, certains membres du hub qui collaborent énormément entre eux, mais tout le monde collabore un petit peu avec d'autres. Et vous voyez surtout, les couleurs représentent les différents groupes. Vous voyez que ces couleurs sont plutôt mélangées et il y a clairement des échanges entre l'ensemble des membres du hub, entre l'ensemble des groupes. C'est ce qu'on essaye de faire et je pense que ce graphique le montre bien. Donc ça, c'était la partie présentation du hub. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des différentes choses qu'on fait. Je vais vous parler déjà de projets. Alors, je ne vais pas vous montrer les 330 projets ou je ne sais plus combien, 450 plutôt, sur lesquels on travaille, bien sûr. Je vais plutôt vous montrer des trucs plus intéressants. C'est des projets collaboratifs et qui ont surtout abouti à des choses, à des outils qui sont publiés, disponibles et accessibles pour l'ensemble de la communauté bioinformatique et biostatistique. Je vais vous présenter tout d'abord Shaman. Shaman, c'est le résultat de la collaboration entre un expert en métagénomique, deux experts en analyse statistique, un expert en développement web et un expert en visualisation de données. Et Shaman, ça aboutit à une application web interactive qui permet de faciliter l'utilisation d'un workflow de bioinformatique pour l'analyse métataxonomique et une modélisation statistique fiable. Et ça permet de fournir un grand panel de visualisation interactive parmi les applications actuellement disponibles. Shaman, l'idée, c'est vraiment quelque chose qui est conçu pour des utilisateurs non experts. Ça permet d'utiliser des versions intégrées, les différentes étapes analytiques et une analyse métagénomique appropriée. L'application, elle est disponible et accessible librement à l'adresse suivante, donc shaman.pasteur.fr. Elle peut se télécharger également comme une application standalone dans un conteneur Docker. Et le code source est écrit en R, donc c'est disponible, c'est très facilement trouvable. L'idée, c'est de traiter les données depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis les séquençages jusqu'à la visualisation. Et pour vous donner une idée c'est une des premières collaborations internes du hub qu'on ait pu faire, et elle vient vraiment du fait qu'on a installé l'un à côté de l'autre un statisticien et un expert en métagénomique qui ont commencé à parler, à trouver des points d'intérêt, et l'expert en métagénomique s'est rendu compte que les outils qu'utilisait le statisticien pouvaient lui servir pour lui analyser ses propres données. Et ils ont commencé à interagir ainsi, juste le fait d'être assis l'un à côté de l'autre, et ça a donné cette application qui marche très bien puisqu'on a 250 utilisateurs chaque mois, ce qui est plutôt pas mal. Un autre exemple de collaboration, c'est JAS. Donc cette fois, c'est le résultat de la collaboration de deux experts en statistique génétique, un expert en analyse statistique générale, un expert en développement web et un expert en visualisation de données. JAS, donc c'est une interface web et également des lignes de commande. C'est quelque chose qui permet, c'est une application qui permet une analyse conjointe de SNP avec plusieurs statistiques récapitulatives de GWAS. La base de données comprend environ 150 GWAS qui sont accessibles publiquement. On a implémenté également plusieurs tests dans l'outil, et ce qui permet de générer des sommes qui sont pondérées par des tests de scores différents, et ce qui permet par la suite de réaliser plusieurs tests plusieurs analyses multivariées. JAS, je vous l'ai dit, est accessible en ligne de commande et via une interface web qui permet l'exploration des données.
Ce qu'on a surtout travaillé, c'est des algorithmes pardon, qui sont efficaces pour pouvoir gérer un grand volume de données, parce que les GWAS sur de l'humain, c'est assez gros, et également pouvoir les visualiser. Visualiser ce grand nombre de données, c'est un challenge, et donc on a des outils, surtout en web, donc on a des outils web qui permettent de faire des zooms et de faire différentes représentations selon le niveau de zoom. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est vraiment une collaboration importante qui a été faite entre tous nos experts sur ce projet. Un troisième projet, c'est IPPIDB, qui est cette fois la collaboration d'une experte en UX design, un expert en Django, un expert en management de base de données et deux experts en bioinformatique structurelle. IPPIDB, pardon, c'est une base de données de modulateur des interactions de protéines-protéines, donc qui contient exclusivement des petites molécules, il ne contient pas de peptides. Sont des données qui sont extraites soit de la littérature, soit d'articles scientifiques, soit proviennent de brevets internationaux. C'est un projet collaboratif, enfin, c'est un outil collaboratif, c'est-à-dire que les données sont ajoutées par toute une communauté de scientifiques. Il y a une grande variété de données qui est stockée dans cette base, hein, des profils structurels, pharmacologiques, des profils de liaison, d'activité, pharmacocinétiques, cytotoxicité quand c'est disponible, des données sur les cibles PPI, donc beaucoup de données différentes, donc c'était assez compliqué à concevoir. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'était une base de données qui existait déjà un petit peu avant, donc on l'a pas mal perfectionnée. Mais surtout, l'interface a été complètement repensée, et c'est grâce à l'intervention d'une de nos ingénieures experte en UX qui a beaucoup œuvré pour l'aboutissement de ce projet et pour que que la navigation soit fluide, malgré le grand nombre de composés qui sont dans la base de données, et qui permet l'ajout d'informations de manière intuitive pour toute la communauté. Et donc, cet ingénieur UX, en fait, est premier auteur sur la publication qui est tirée de là, parce que l'impact de son travail sur la base de données a été très, très important. On est une des rares plateformes qui est justement une expertise en UX qui nous permet vraiment de faire des développements d'outils appropriés et efficaces. Donc ça, c'était pour vous présenter quelques projets collaboratifs. On a beaucoup d'autres dont je peux pas vraiment détailler aujourd'hui. On m'a demandé de participer à au Mix Desk de parler un petit peu de ce qu'on faisait sur des projets Covid. Au moment où on me l'a demandé, j'avais pas forcément beaucoup de choses à dire, et puis finalement, en y réfléchissant, on a fait pas mal de choses. Alors, je vais pas pouvoir tout vous dire parce qu'il y a des choses qui sont en cours et confidentielles, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a pu faire sur le Covid depuis les derniers mois. Un petit focus là-dessus. En termes de projet de recherche, donc on a travaillé sur les tests sérologiques, donc le design de primer pour l'amplification des séquences SARS-CoV. On a fait beaucoup de data mining dans les cohortes de Crépy en Valois. C'est là où il y a eu un des premiers clusters. Ce cluster a été très, très étudié. Cette cohorte a été très étudiée. Et ça nous a permis de faire beaucoup de choses, entre autres de l'identification de recontamination. On a aussi travaillé sur la comparaison de niveaux sérologiques dans des échantillonnages sanguins à différents moments. On travaille aussi sur de la recherche d'inhibiteurs antiviraux sur le SARS-CoV. Je ne peux clairement pas aller dans les détails là-dessus, juste pour vous dire qu'on a développé tout un pipeline d'identification de molécules pour inhibant la population virale. On a eu un gros investissement dans J7. Alors J7, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une base de données qui collecte des séquences virales, donc elle est plutôt connue actuellement. Elle contient actuellement 481 000 séquences, peut-être un petit peu plus maintenant. J'ai pris le chiffre la semaine dernière. Cette base de données alimente NextTrain, vous avez certainement vu, ou je vous conseille d'aller voir. Donc, c'est un outil qui utilise ces données pour faire des études épidémiologiques et suivre un petit peu l'évolution du virus. Enfin, plus qu'un petit peu, beaucoup. Comment marche cette base de données? En fait, des séquences sont soumises par des chercheurs du monde entier. Donc, c'est soumis sous des formats FASTA avec des métadonnées dans un fichier Excel.
très simple. Il y a tout d'abord une curation des métadonnées pour voir si toutes les informations sont présentes et bien formatées, une curation des séquences pour voir si l'assemblage a été bien fait, s'il n'y a pas de frameshift, d'indel, de choses comme ça qui ne devraient pas être présents, si tout est vrai dans la séquence. Et si c'est bon, il y a une public release. Si c'est pas bon, c'est renvoyé aux personnes qui ont soumis les séquences. Et donc en avril, on a demandé au hub de participer à ce projet. En fait, on s'était rapproché de J7 pour autre chose. Et en fait, à l'époque, ils avaient assez peu de séquences, mais ils commençaient à en recevoir. Ils sentaient bien que ça commençait à monter pas mal. Et toute l'étape de curation dont je vous ai parlé juste avant, elle était manuelle. Et c'était très compliqué pour eux de faire cette curation. Alors, c'est une base de données, il faut savoir, qui est située, qui est localisée, enfin, pour une partie de l'équipe, qui est localisée à Singapour. Et donc, eux, ils recevaient des séquences à peu près toutes. Oula, il me reste plus que 5 minutes. Je vais essayer de me dépêcher. Il leur restait plus beaucoup de. Il leur restait. Ils ne pouvaient pas travailler sur l'ensemble des séquences toute la journée. Donc, ils nous ont demandé de prendre les shifts de midi à minuit. Donc, on s'est organisé très rapidement. On a mobilisé 14 ingénieurs. Donc, c'est là l'intérêt d'avoir une grosse équipe. On a mobilisé ces gens-là qui travaillaient de midi à minuit sous forme d'équipe de 2. Donc on s'est bien organisé et surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des scripts pour automatiser l'ensemble de la curation. Et ça a abouti à une publication avec un co-auteur, un membre du Hub, Amandine Perrin, qui était leader sur le développement de ces outils d'automatisation. Ce qui a abouti également aussi à la suite de ce travail sur J7, c'est le développement du projet COVID Align, qui est le développement d'un outil pour aligner de très 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 grand nombre de séquences, parce qu'on sait facilement aligner 20, 30, voire 1000 séquences, mais quand on arrive à des centaines de milliers, c'est très compliqué. Donc là, un algorithme a été développé principalement par Frédéric Lemoine, qui est un membre du Hub, et il a pu développer des outils très efficaces pour faire cet alignement en très grand nombre de données. J'essaie de me dépêcher, désolé. On nous a demandé aussi de participer à l'analyse de données Covid. Alors, je vais essayer d'aller vite. Vous savez que quand vous avez une suspicion de Covid, des prélèvements sont réalisés par les hôpitaux, les laboratoires, sont envoyés à des centres nationaux de référence qui fait une analyse et renvoie les données à Santé publique France. Cette analyse est maintenant faite par séquençage NGS et c'est là où le hub intervient, c'est que nous, on réalise l'analyse bioinformatique et l'identification des variants de ces analyses-là. Ce qu'on fait dessus, c'est assez simple, hein, c'est analyse de données brutes. Enfin, on part des données brutes, un data processing, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, un variant calling, on cherche le consensus, identification donc des variants et des clades, donc des principales. Pour cela, on utilise l'outil Nextclaim. Donc, vous pouvez voir sur ces outils-là, par exemple, qu'on a identifié ici quelques variants anglais. Alors, je ne sais pas si on verra peut-être pas ma souris, mais donc par ici, il y a quelques variants anglais. En fait, une grosse partie des résultats doivent être vérifiés manuellement, ce qui prend beaucoup de temps, mais il faut vérifier, il faut être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau du consensus, du variant calling. Ça peut arriver, notamment à cause de la technologie d'amplification des séquences avec des amplicons. Et sachant que l'Institut Pasteur a décidé de passer à 2000 échantillons par semaine, ce qui est beaucoup, il a fallu mobiliser beaucoup de gens. Donc à nouveau, on a mobilisé 10 ingénieurs du Hub qui travaillent tous les jours pour analyser ces données. Une grosse part de notre travail, c'est donc d'analyser les données, mais également d'automatiser à nouveau toutes les étapes et éventuellement de détecter des nouveaux variants. Donc là, on est très avancé sur l'automatisation, mais ça nous demande encore quelques heures de travail tous les jours, chaque jour, pour analyser l'ensemble de ces données. Au niveau de la détection de nouveaux variants, justement, il y a une personne du Hub, Anna Zoukova, qui travaille également avec Frédéric Lemoine, dont je parlais juste avant, qui travaille sur un projet qui s'appelle COVID-Tree, qui est de réaliser un très très grand arbre de toutes ces séquences Covid pour pouvoir voir toute l'évolution phylogénétique des différents virus, les différents variants du virus. Et l'intérêt de cela, c'est que ça permet d'identifier des nouveaux clades, donc des nouveaux variants, en plaçant justement simplement des nouvelles séquences, enfin les séquences qu'on analyse, sur cet arbre et de voir s'il se place sur les différents clades déjà identifiés ou si une nouvelle branche se forme.
Un autre projet sur lequel on a travaillé, c'est Covid Télé. Donc là, je ne vais pas revenir sur le détail. C'est quelque chose qui était parti depuis du ministère de la Recherche qui cherchait à ce que qui a développé des algorithmes en fait d'auto-diagnostic de Covid, qui étaient mis en place par soit sur le site du ministère ou sur d'autres sites, des sites d'assurance par exemple, ou différents sites, ou via des services téléphoniques par exemple. Il fallait que ces algorithmes, que ces algorithmes soient bien, pas bien conçus, mais respectent bien une certaine charte. Et donc, on a demandé aux membres du hub de vérifier que tout était bien implémenté. Donc, ce qu'on a fait, et après, on a travaillé avec la DSI pour mettre ces résultats disponibles. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, j'ai plus trop le temps. Et un dernier point, donc, qui va peut-être vous intéresser, c'est la modélisation des données Covid. Donc, si vous avez entendu parler de Simon Kochmes, donc actuellement, il travaille beaucoup sur la modélisation des données pour voir où va l'épidémie. Et donc, dans la semaine, il y a un site web qui va être bientôt mis en ligne qui vous montrera en fait les projections à court terme de l'épidémie qu'on réalise. Donc voilà, tout ce qu'on fait sur le Covid, enfin on fait d'autres choses, mais je ne peux pas rentrer plus dans le détail. Le message principal que je voulais faire passer, c'est que le Hub, c'est une grande équipe avec de très très nombreuses expertises, mais que notre atout principal, c'est toutes les synergies qu'on a pu créer dans le hub qui permettent de répondre à beaucoup de problèmes. Un des intervenants qui était juste avant moi parlait de rapprochement de la bioinformatique et biostatistique. Je suis vraiment très très d'accord. Je pense que je vous l'ai montré là. C'est que c'est vraiment lié les deux. Le mieux est d'avoir toutes les expertises, mais quand on les a pas, c'est de créer des liens entre toutes ces personnes expertes, chacun dans leur domaine, et que les gens se parlent. Il suffit de mettre les gens à côté. En général, ça marche bien, et surtout sur des projets communs. On est focalisé bien sûr principalement sur les projets de l'Institut Pasteur et des projets Covid, mais on contribue à la communauté par de nombreux cours qui peuvent être accessibles pour une partie d'entre eux, et par le développement d'outils. Et on est toujours open, on est toujours ouvert, pardon, à des opportunités pour de la collaboration s'il y en a. Et comme je sais que vous êtes beaucoup en master, je pense qu'on est aussi ouvert pour recevoir des stagiaires. C'est un petit peu tard pour cette année, mais si pour l'année prochaine, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des demandes. Nous, on recrute 5, 6, voire plus de stagiaires chaque année. Donc voilà, je pense que je suis arrivé au bout. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, du coup, nous avons effectivement des questions. Donc, une participante souhaitait savoir si, au niveau de l'analyse de Covid et pour le variant calling, si vous partiez de données Illumina ou Oxford, Nanopore, si vous pouviez... Alors, on part actuellement plutôt quand les analyses sont faites à l'Institut Pasteur, les séquençages sont faits, c'est plutôt de l'Illumina. On est capable de partir d'autres types de données, on a d'autres types de séquenceurs, mais ce qu'on fait le plus en routine, c'est de l'Illumina. C'est clairement le plus simple pour nous. D'accord. Donc, on voulait savoir aussi d'où venaient les échantillons au niveau du Covid, si c'était plutôt des échantillons de patients ou si vous aviez également travaillé sur des échantillons d'eau usée, puisqu'on a beaucoup entendu ça aussi. Alors ça, nous, on ne le fait pas. Pour le coup, c'est que des patients. C'est ce qui est remonté par des hôpitaux ou des laboratoires. Alors, j'ai pas tous les détails sur d'où viennent les échantillons, mais a priori, c'est que des patients. D'accord. Et du coup, nous avions une question aussi sur quels outils, si vous pouviez citer quelques outils quand vous aviez des données NGS, vous utilisiez pour analyser les données. Alors des outils, oui, je peux en citer. Alors c'est assez variable. On fait d'abord des outils qu'est-ce qu'on utilise? Soit on fait du mapping, alors avec on a fait quoi? On a fait du BWA, parce que c'est assez simple, mais c'était donne pas les super résultats. Minimap actuellement. On fait, qu'est-ce qu'on utilise d'autre?
pour les consensus, on utilise GATK ou Ivar également. Là, on fait de l'assemblage. Alors, j'ai pas vu quel était exactement l'outil qu'on utilise pour l'assemblage, donc il faudrait que je vérifie, parce qu'on vient de mettre en place un nouveau pipeline ce week-end. Donc, j'ai pas le détail du dernier pipeline, mais on utilise des outils qui sont très classiques parce que l'avantage de travailler sur du virus, c'est que c'est très simple. En fait, c'est des toutes petites séquences. Une séquence de virus, c'est 30 000 nucléotides, donc c'est très facilement analysable par n'importe quel outil. Il n'y a rien pas besoin de créer grand-chose en fait. D'accord. On avait également une question d'un participant qui nous demandait s'il était possible de postuler pour une offre de thèse si on était déjà diplômé de Master 2 et actuellement Alors nous, en poste d'ingénieur d'études, en fait. Il était déjà en poste. Donc nous, on n'offre pas de possibilité de faire de thèse chez nous actuellement pour différentes raisons de structure en fait. On est une structure de support à la recherche et on propose pas forcément de sujet de recherche pour l'instant suffisamment fort pour soutenir toute une thèse en fait. Donc c'est pas encore le cas. On est en train de travailler sur le sujet. Clairement, on espère pouvoir le faire, mais c'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, venir postuler pour des thèses chez nous, c'est pas la peine. Après, à l'Institut Pasteur, il y a plein d'offres en général. D'accord. On avait différentes questions également sur les activités que vous offrez. Donc, du coup, une question pour savoir si le formulaire Short Question était uniquement ouvert aux chercheurs du campus Pasteur ou si d'autres pouvaient. Non, en effet, c'est vrai que j'ai montré un peu tout ça, mais on est vraiment centré sur le support de l'Institut. Les seuls trucs qui sont un peu ouverts sur l'extérieur, ce sont les cours, et encore pas tous. Et quand c'est ouvert, on diffuse l'information sur la liste Bioinfo. C'est un peu pas notre souci, mais c'est vrai que l'Institut Pasteur a mis beaucoup d'efforts dans cette équipe, mais on est vraiment dédié au soutien de la recherche de l'Institut et du réseau. D'accord. On avait également une autre question, pareil, vous avez répondu, c'était sur les workshops et les cours ouverts à d'autres campus. Alors les workshops en général, par contre, sont plutôt ouverts. Les cours, donc c'est assez variable. On espère bientôt peut-être mettre des cours en ligne ou des choses disponibles. Qu'est-ce qui est ouvert par contre? On participe beaucoup là cette année à l'organisation d'un autre workshop, dont vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jobim. Donc ça, c'est bien sûr ouvert à beaucoup de monde. Donc là, il ne faut pas hésiter à venir participer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choses ouvertes sur l'extérieur. Nous avions une autre question également, c'est savoir si le hub contribue au développement de gestionnaires de workflow, comme du NF-Core par exemple. Alors, on ne contribue pas, on utilise les workflows, des gestionnaires de workflow, on utilise des SnakeMake, Nextflow, des choses comme ça. Après, on contribue pas trop, parce qu'on n'a pas trop le temps en fait de contribuer à ces travaux-là. D'accord. Et on avait une question sur des projets en épigénétique comme EWAS. Je sais pas si. Alors, Donc, EWAS. Est-ce qu'on fait de l'EWAS? C'est une bonne question. J'ai pas vu de projet vraiment là-dessus, mais il est possible qu'il y en ait. Alors après, tous les projets de bioinformatique passent pas forcément par le hub. Donc je suis sûr qu'à l'Institut Pasteur, il y a des gens qui feront ça. Je vais pas donner de réponse sur la question parce que je suis pas certain en fait. C'est pas un truc qui est en routine. L'épigénomique est vraiment en train de se développer. On est déjà bien développé, mais et ouais, ça me parle pas là pour l'instant, donc j'ai pas ça en tête. Ou alors on l'a pas nommé comme ça, ce qui est possible, mais ça me dit rien.
Et la directrice de notre master, Madame Fisson-Lavie, avait une question. Donc, est-ce qu'elle est là? Est-ce que je la pose? Oui. Ouais. Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Alors moi, c'était juste, du coup, il y a pas mal d'outils que vous développez qui sont dédiés au Covid. Et tu parlais tout à l'heure de Covid Line, c'est ça? Oui. Pour justement qui utilisaient des HMM, donc des chaînes Markov, pour justement essayer en se basant sur des profils, d'aligner rapidement un ensemble enfin un très grand nombre de séquences de Covid. Mhm. Et je voulais savoir, juste par curiosité, est-ce que vous avez testé du coup cette approche sur des génomes un peu plus gros, sachant que, comme tu disais aussi, que c'est assez petit le Covid, mais sur des génomes voilà, si on va sur des bactéries, des champignons, voire peut-être quelques petits eucaryotes, est-ce que vous avez testé ça? Est-ce que ça donne des bons résultats? C'est une bonne question. Je pense pas. Je pense qu'on l'a pas testé. Je peux pas l'affirmer à 100% parce que j'ai pas suivi le projet dans ses détails. Mais a priori, c'est vraiment dédié à l'alignement de ces séquences et vraiment optimisé pour ça. Mais on peut imaginer que ça doit pouvoir s'étendre. Maintenant, c'est vraiment un tout petit génome et même sur des eucaryotes. Enfin, si on passait même sur même des bactéries, c'est déjà beaucoup plus gros en fait, hein. C'est très vite, à peu près, on a quoi, 30 000, donc c'est 100 fois plus gros facilement. Donc ça va vite être un problème en fait. Donc je pense que sur d'autres virus, à mon avis, c'est très facilement gérable. Sur le virus de la grippe, je pense qu'on pourrait assez facilement l'étendre. Après, je sais pas. J'ai pas la question. C'est intéressant en fait de voir. Faudrait que je pose la question aux développeurs. Ok. Pour... Je posais la question parce que je pensais aux séquences répétées qui sont un très grand nombre de copies, vu que c'est des petites séquences qui sont apparentées en plus au rétrovirus, voir est-ce que ça pourrait être utilisé pour aligner ce type de séquence. Voilà. Mais c'est possible. J'ai pas la réponse là pour l'instant. Mais alors, est-ce que ça sera testé? J'imagine que oui. Je pense que là on l'a pas fait parce qu'on est vraiment focalisé sur le Covid. Mais j'imagine que à terme ça va sûrement être utilisé pour d'autres choses. Ouais. Ok. Mais super. Mais merci beaucoup. Mais ouais. Donc, nous avons encore d'autres questions. On a une participante qui nous demande quels sont vos conseils pour la mise en place et le suivi de travail collaboratif en bioinformatique. Qu'est-ce que vous, au sein du Hub, vous utilisez comme C'est pas outil? évident. Il faut. Alors, on n'a pas un truc fixe. Ça va beaucoup dépendre des participants en fait et de leur façon de travailler. Ce qu'il faut, alors bon, bien sûr, hein, travailler avec un GitLab ou un GitHub, c'est très efficace. C'est vraiment la base. Ça, c'est quand on fait du développement collaboratif. Si on fait de l'analyse conjointe, par contre, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, il existe des Jupyter Notebooks, des choses comme ça qui peuvent être utilisées pour échanger de l'information. Ce qu'il faut, alors quand on a la chance de pouvoir être localement dans le même bureau, être physiquement présents les uns à côté des autres, c'est ce qui est le plus efficace, et se parler beaucoup. Sinon, bah, en fait, les outils de chat de type Slack, Rocket Chat ou tout autre outil comme ça, c'est vraiment très très bien. Nous, on utilise beaucoup de Teams à l'Institut. Et en réalité, voilà, ce qu'il faut, c'est beaucoup se parler, beaucoup échanger. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir des petits outils si on a un GitLab, par exemple, se mettre un petit wiki, quelque chose qui récapitule un petit peu tout, se poser les questions les uns avec les autres, enfin, partager vraiment toute l'information. J'ai pas d'outils vraiment très identifiés. Il faut pouvoir partager le code, partager les analyses, les résultats et discuter. Donc, globalement, c'est ça. Il faut se trouver ses propres outils qui correspondent le mieux aux façons de travailler de chacun. Mais en gros, il faut réussir à faire ça. Sachant que
ce qui est le plus efficace, c'est quand même de discuter le plus souvent possible. En fait, en plus des outils, ce qu'on se rend compte, c'est la discussion qui amène le plus de synergie. Et donc, il faut mettre en place des moyens pour ça. Si possible que les gens soient localisés les uns à côté des autres, c'est quand même mieux. Mais comme là, actuellement, on ne peut pas, nous, on fait beaucoup de visio pour discuter. On échange énormément vraiment sur Teams via des chats. Et ça marche vraiment très bien.